Je vais vous parler aujourd'hui de former les étudiants à devenir des innovateurs confiants avec l'IA et le numérique dans un contexte de disruption qui va passer et qui va revenir. Donc, avant de commencer, comme je vous avais promis, des photos d'animaux, c'est simplement pour passer 30 secondes à vous dire comment j'ai gardé ma santé physique, émotionnelle, mentale et sociale durant la pandémie. C'est que je suis devenue une photographe animalière et qui a occupé non seulement mes espaces de loisirs, mais aussi mes week-ends où je me suis promenée à prendre des photos d'animaux. Donc voilà pour l'interlude de santé mentale et je commence le contexte de disruption. Donc la présentation qui vient de se passer nous a bien expliqué le contexte de disruption causé par la COVID-19 avec les complexités et les opportunités que ça a créées. La question de l'IA et de la quatrième révolution industrielle est indiscutable à ce point-ci. On est en plein dedans. On est en pleine transition. S'il y a un domaine qui n'a pas été affecté ou influencé par l'IA et puis les composantes de transformation de la quatrième révolution industrielle au plan physique, numérique et industriel va vraiment en fait si c'est pas arrivé c'est que ça va venir. Donc on a un marché du travail qui est en pleine transition. Je regardais les chiffres présentement de Statistique Canada. On a 826 000 postes ouverts au Canada dans le premier quart de 2022. Les programmes universitaires sont demeurés très rigides. Ce que je fais présentement, dans quoi je suis impliquée, c'est vraiment à repenser l'université de demain. L'université dans un mode de disruption qui ne se bâtira pas sur le passé, mais qui va intervenir à divers niveaux. Comment est-ce qu'on est capable de repenser l'expérience universitaire pour que les étudiants soient bien formés à ce qui s'en vient dans le marché du travail, en fait ce qui est déjà arrivé. On ne se cachera pas non plus qu'on est en train d'entrer dans une période d'instabilité économique. Il y a une récession qui est tout près de se passer, si c'est pas déjà, on n'est pas en plein dedans. Je suis pas un économiste, mais je le vois très bien arriver. Alors, il y a des choses qui se passent de tous côtés sur la planète et je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour former nos étudiants pour être des innovateurs confiants, c'est-à-dire pas seulement des personnes qui ont les connaissances issues des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats, mais aussi des personnes qui sont vraiment capables d'aller de l'avant dans un contexte d'innovation. Donc, le problème, c'est que on a besoin d'une nation d'innovateurs. Le gouvernement du Canada l'a bien mis en exergue en 2016 avec l'idée d'un continuum d'activités qui part des people and skills, alors les gens et les compétences, la recherche fondamentale qui se fait très bien en principe à l'université, la recherche développement appliqué et les partenariats qui se fait aussi en assez grande quantité. La commercialisation et le démarrage qui n'est pas très fort à l'université et puis le reste qui va pas du tout en fait à l'extérieur des universités. Les fonds qui sont investis dans les universités sont beaucoup trop grands pour le peu de commercialisation et de commercialisation qui se passe, en fait commercialisation et puis expansion mondiale qui se passe avec ce qui se passe dans les universités. Ce qui ne se passe pas, c'est qu'on ne passe pas trop de temps à la phase 1, c'est-à-dire travailler sur les gens et les compétences d'innovation. Donc, il y a un écart de compétences entre ce que les étudiants recherchent des emplois et qui cherchent des emplois offres et puis ce que les employeurs recherchent. Ça, c'est vraiment l'écart de compétences. Alors, entre l'offre et la demande, il y a un écart qui est extraordinaire. Les employeurs se plaignent, ça va pas du tout. Nos étudiants ne sont pas prêts à travailler, ils sont pas agiles. Alors, en anglais, ils disent « they're not nimble, they're not creative, they're not confident ». Donc, comment préparer ces innovateurs? C'est la grande question. On sait que dans plusieurs universités, il y a des incubateurs où il y a une formation à l'entrepreneuriat. Toutefois, ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce n'est pas suffisant de faire un stage en entrepreneuriat ou d'aller faire une expérience d'entrepreneuriat après le bac. Il faut vraiment former les étudiants aux compétences globales qui sont aussi appelées des compétences clés, compétences essentielles, compétences du 21e siècle, etc. Je pourrais faire tout un inventaire. En principe, ça revient à la question de la pensée stratégique, la pensée critique, la créativité, la collaboration et la communication, ce qu'on fait très mal à l'université. Je vous donne un exemple. Quand on fait du travail de groupe, on dit toujours, on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes, on lance le travail de groupe,
quand il y a des problèmes avec des groupes, on est réactif et puis on essaie de régler le problème post-facto. Mais il y a tout un apprentissage dans le travail de la collaboration qui n'est pas fait. Alors, il faut vraiment être proactif et puis c'est ce que j'essaie de faire dans le laboratoire d'innovation. Je donne un exemple de comment ça peut se passer et puis c'était dans une étude pilote que j'ai menée durant la COVID. C'est-à-dire qu'on cherchait à penser comment est-ce qu'on pourrait faire un design de masque qui était plus efficace pour la filtration de la COVID-19. On avait bien entendu les masques N95 qu'on connaissait, mais ils n'étaient pas disponibles et puis il fallait les garder pour les gens du système de la santé. Alors, on a mis des étudiants interdisciplinaires à travailler ensemble dans un partenariat avec le laboratoire de filtration et l'Institut de recherche Robert Sauvé sur la santé et sécurité au travail pour aller voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer ces masques-là qui seraient plus efficaces. Donc, on avait vraiment l'équipement pour tester les masques. On a mis des étudiants qui sont des étudiants de couture, avec des étudiants d'éducation, avec des étudiants d'ingénierie et des étudiants de commerce et affaires pour essayer de penser à comment on pourrait créer des masques qui seraient à peu près équivalents à la qualité de filtration d'un masque N95. Donc, c'est du sérieux quand même. Ce ne sont pas des projets qui sont des projets simplement artificiels, là, où on donne un projet en classe et puis on dit essayez de faire ça. C'est vraiment des projets où il y a du prototypage appliqué, il y a des partenariats et puis il y a du travail sérieux qui se passe. Donc, j'ai offert dans le projet pilote toutes sortes d'outils. Ça, c'est une matrice 10 par 10 pour penser à une idée, ensuite développer 10 saveurs de cette idée-là et puis à penser ensuite comment est-ce qu'on pourrait en faire une version qui est trop dispendieuse, une version qui est plus simple, une version qui implique l'IA, une version qui implique la communauté, etc. Donc, on a aussi offert des outils de remue-ménage aux étudiants pour être capable de faire un genre de mapping visuel ou une synthèse visuelle de comment ils voient leur innovation et puis quelles sont les composantes de leur innovation. On a travaillé sur en fait, on a travaillé aussi sur leur connaissance du domaine parce qu'on n'innove pas à partir de rien. Ce n'est pas simplement qu'un processus de créativité, c'est un processus où on ajoute de la valeur à un système qui a un besoin. Donc, ça, c'est un groupe d'étudiants qui travaillait sur des ateliers de robotique qui seraient plus inclusifs, donc qui iraient chercher des populations qui ne sont pas d'habitude impliquées en robotique. Donc, ils ont créé des activités qui, par exemple, seraient plus attrayantes pour les filles ou pour les minorités, etc. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai vu que ce serait un principe qui pourrait fonctionner très bien à l'intérieur des universités, donc j'essaie pas de casser l'université, plutôt j'essaie de la complémenter. J'essaie de voir où sont nos faiblesses et puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour penser à de nouvelles formules pour former ces innovateurs qui sont tant en demande dans le marché du travail. Donc j'ai mené un scan environnemental à l'Université Concordia. J'ai révélé 55 instances d'innovation qui ne sont pas des projets d'étudiants ni des projets de recherche, donc qui sont vraiment les instances d'innovation que j'ai regroupées à partir d'une analyse thématique sous 11 axes ou 11 saveurs d'innovation, donc la transformation pédagogique, la transformation sociale, le jeu, l'expérimentation, la durabilité, la transformation technologique, transformation urbaine, futur du travail, l'entrepreneuriat et la transformation en santé. Donc, ça fait partie de notre DNA, ça fait partie de notre système et je me suis dit, on va travailler à partir de ça pour regrouper des étudiants et créer des partenariats pour qu'on puisse vraiment capaciter les étudiants à travailler à l'intérieur de l'IA et avec les technologies numériques. Donc, on a créé le laboratoire d'innovation qui est sous le portfolio de la vice-rectrice d'apprentissage expérientiel et des partenariats. L'idée, c'était de créer, de viser des compétences et puis de viser un impact global aussi. On a tout d'abord pensé aux compétences d'innovation en se disant, d'accord, alors il y a ces compétences-là qui existent, les 5 compétences de pensée stratégique, pensée critique, créativité, communication et collaboration, mais ajoutons le réseautage, ajoutons le prototypage et ajoutons le leadership.
Le problème, c'est que ces compétences-là ne s'enseignent pas individuellement. Donc, comment est-ce qu'on va les évaluer? Et puis, ce qu'on remarquait, par exemple, c'est qu'on tentait d'évaluer les compétences et les étudiants, parfois, s'auto-évaluaient d'une certaine façon en entrant, après avoir une réflexion post-facto. Il y avait une régression dans leur évaluation. Alors, il y a eu toute une question sur comment est-ce qu'on va vraiment évaluer la capacité d'un étudiant à être un innovateur confiant et comment adresser l'impact global des innovations. Donc, je vous amène à travers la question très, très connue, c'est on va partir d'un cadre. Donc, on a utilisé le cadre au tout début du design thinking. Donc, on connaît très bien comment ça se passe en design thinking. Nadia, il reste combien de temps dans la présentation? Ça va assez vite, je pense. Je ne vais pas passer à travers de ça. Il reste 8 minutes, Anne-Louise. D'accord. Alors, simplement pour vous dire qu'on a créé toute une instrumentation pour aider aux étudiants à passer à travers les étapes du design thinking. Ce qu'on a vu, c'est que c'est trop facile pour des étudiants d'oublier l'impact environnemental, d'oublier l'impact sur les utilisateurs une fois qu'ils leur ont parlé. Alors, il faudrait faire plusieurs cycles d'itération. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a au lieu adopter le modèle de design systémique qui nous permet à la fois de penser à l'utilisateur, mais aussi de penser à l'environnement. Le design systémique, le cœur du modèle, c'est vraiment les deux diamants qui se retrouvent dans le milieu, les deux losanges qui se trouvent dans le milieu. Donc, explorer un domaine, recadrer notre connaissance, créer un prototype et puis ensuite catalyser, donc poursuivre l'aventure et puis essayer de se retrouver dans un cycle itératif. Donc, on a trouvé que le modèle de design systémique qui a été créé par le British Council était beaucoup plus efficace. On a créé un guide de formation d'équipe pour essayer d'entrevoir les problèmes avant que ça arrive. Un guide d'entretien qui permet aux étudiants d'aller parler à des étrangers. Et ça, c'est vraiment la grande limite. Ils ont peur de faire ce qu'on appelle en anglais des cold calls, de rejoindre des gens qu'ils ne connaissent pas. On a aussi créé un guide pour cartographier l'invisible, donc ce qui ne se voit pas, ce qui ne se perçoit pas. Est-ce qu'on est capable de le révéler? Le modèle pédagogique, je reviens à ce que Nathalie disait tout à l'heure avec la question des graines, c'est qu'en principe, quand on fait de l'innovation technologique en éducation, en enseignement supérieur, on essaie de passer à travers un nouveau processus qui n'est pas la question de la tour d'ivoire avec les canaux de transmission traditionnels où les étudiants courent après des A. On essaie de créer une réalité alternative où les étudiants vont pouvoir expérimenter. Et puis le problème, c'est que souvent on se retrouve dans un gouffre de choc culturel parce qu'on change le métier d'élève. Les étudiants qui font l'expérience du choc culturel sont très insécures. Alors, ce qu'on fait quand on se dit bon pédagogue, c'est qu'on crée le pont des attentionnés. C'est pas, non pas le point des attentionnés, mais bien le pont des attentionnés. On essaie d'avoir une espèce de caring pour des étudiants et puis on se met parfois comme dans une posture de guide touristique pour les amener dans une réalité alternative où ils vont pouvoir expérimenter et puis se salir les mains. Sauf que le problème, c'est que c'est toujours quelque chose qui n'est pas réel et puis toujours une aventure. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'adopter une approche par défi, donc l'apprentissage par défi, qui est un modèle qui vise vraiment l'apprentissage à travers la résolution de problèmes authentiques. Puis ça implique l'implication des participants pour identifier des grandes idées et puis proposer des solutions à ces idées-là, développer des connaissances en profondeur et puis ensuite partager les idées avec le monde, donc avec l'externe. Donc, je reviens à la métaphore de Nathalie tout à l'heure qui disait qu'il faut planter des graines. Donc, les défis sont des graines. Ça fonctionne très bien comme métaphore. Et puis ensuite, bon, souvent, je dis qu'il faut impliquer les femmes, mais vous allez voir que les femmes sont plutôt des super-héros corporatifs, des gens qui viennent des écoles, des universités, des mentors qui viennent de la communauté et des ONG. Donc, on remet ces gens-là, on réinvite les étudiants dans la réalité avec les graines qui sont les défis d'innovation. Et puis, on implique les mentors à l'intérieur de ça. Et puis ensuite, vraiment, on fait le dégât et puis on laisse les pouces pousser et puis voir ce qui se passe. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un gros dégât qui se passe, mais je l'ai quand même structuré en semaines. Donc, ce sont des défis de 12 semaines en principe, 12 ou 13 semaines. On part de formation d'équipe.
L'étape 1, ils font de la recherche, ils explorent, ils reçoivent du feedback par les pairs, ils discutent avec les mentors. Ensuite, il y a des ateliers de recadrage, on leur montre comment analyser les données, comment faire des remue-ménages. Encore une fois, il y a des cycles d'analyse de feedback par les pairs. Ils créent des prototypes. Il y a des ébauches de présentations qu'ils créent avec les mentors et les partenaires. Ils font des présentations dans un événement public qui se passe au Ford Space de l'université. Et ensuite, ils livrent les livrables pour une deuxième itération possible. Si on est capable de faire 2 défis, donc 2 fois 12 semaines, ça nous permet de faire 2 itérations. Et ils obtiennent un certificat. Je leur offre aussi des opportunités de leadership. En parallèle, ils reçoivent des ateliers de compétences d'innovation entre les semaines 12 et 15. Parfois, ça se passe un peu après pour avoir une espèce d'analyse post-facto. Donc, le concept des défis d'innovation, c'est que je rencontre les partenaires pour déterminer les détails de l'alliance. On rédige un défi d'innovation d'1 page. On identifie des mentors, on identifie des ressources, et puis les défis d'innovation se font vraiment à toutes les saveurs. Ça peut être le design ou la conception d'un hackathon qui est inclusif. Ça peut être d'utiliser l'IA pour le financement. Ça peut être le unofficial, c'est une campagne de publicité sur comment changer nos habitudes de vie pour avoir un impact sur le changement climatique. Ça peut être le défi des masques pour protéger contre la COVID, des défis sociologiques, de l'innovation sociale, des défis qui sont reliés aussi à des groupes comme par exemple ParkX ou le Sud-Ouest. Et on embarque les étudiants dans des équipes, en fait, ils sont à peu près des équipes de 5 par défi. Donc, pour vous dire, les partenariats internes, je travaille avec plusieurs instances à l'Université Concordia. On a aussi une série de partenariats externes. Je vous donne des exemples. Il y a le Collège Saint-Sacrement à Repentigny. Il y a aussi, à Terrebonne-Repentigny, en fait, quelque part au nord-est de l'île. Le Collège Dawson, Momentum Labs, qui est un start-up, Kids Code Jeunesse, qui est une grande start-up maintenant. L'IRSST, DataH, Maku, CGLO, c'est une station de radio. Et on a 30 mentors. Donc, c'est vraiment à toutes les saveurs. On est capable de penser à n'importe quel défi avec ce genre de partenariat-là. Donc, la question de la capacitation des étudiants à travers le numérique, il faut vraiment penser au-delà des compétences numériques. Ils doivent apprendre à collaborer. Pas juste collaborer avec des personnes qui sont pareilles comme eux, mais collaborer avec des personnes qui sont hétérogènes et des gens qui ne connaissent pas aussi. Apprendre à s'aventurer, à parler à des étrangers. Il faut aussi savoir gérer la productivité. Si on n'a pas toute l'information, il faut être capable de passer à travers le processus pour arriver à nos livrables à la semaine 12 ou 13. Il faut aussi savoir contacter des gens sans les connaître au préalable. Ça, c'est le plus grand défi auquel je fais face avec les étudiants, peu importe s'ils soient au bac, à la maîtrise, au doctorat ou même post-diplômés. Et savoir, ne pas savoir. Vous savez, on parle souvent de savoir apprendre à apprendre, mais là, c'est vraiment savoir comment gérer nos émotions quand on s'embarque dans un processus d'innovation et puis on ne sait pas c'est quoi la solution au problème. Donc, se laisser guider par le problème et puis reconnaître que ne pas savoir va provoquer une incertitude parfois angoissante, mais qui fait partie du processus. Donc, conclusion rapidement, pour vous dire, l'apprentissage, la pédagogie par défi, l'avantage, c'est une pédagogie ouverte qui est très, très, très libre. Le problème, c'est que les étudiants perdent leur repère parce qu'il y a trop d'options. Mais quand même, quand on crée des guides sans donner la route exacte, ça aide beaucoup. Le modèle de design systémique, c'est un focus qui est à la fois sur l'individu et sur l'environnement. La grande limite, c'est qu'il y a moins d'accent sur le prototypage et sur les tests d'usabilité. Mais ce qu'on peut faire, c'est repenser les étapes pour chaque défi pour être capable d'ajuster quel genre de prototypage, quel genre de tests d'usabilité peuvent être créés. Le travail avec les mentors, le grand avantage, c'est qu'ils ont une expertise étendue et distribuée. Alors, je n'ai pas à tout savoir, je peux mettre des mentors qui s'y connaissent mieux que moi. La grande question, c'est comment guider les étudiants. Donc, sans leur faire peur, sans leur faire perdre leur confort, tout à la fois en les mettant à défi, sans trop les sécuriser, mais en même temps les mettre dans un espace où ils peuvent apprendre. Les possibilités qui sont offertes par le laboratoire, c'est vraiment d'accompagner les mentors et puis leur offrir des ressources. Et puis, en termes de capacitation des étudiants, le grand avantage, c'est qu'ils développent une confiance en soi.
Les limites, c'est les niveaux de risque faibles qui font partie de l'apprentissage par défi, parce que c'est vraiment même pas critique, là. On ne les met pas dans des défis où il y a une compagnie qui va soit faire banqueroute ou bien réussir à cause de 5 étudiants universitaires, mais quand même, on est capable de redonner des belles expériences de leadership après. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus.